Bien, eh ben, bonjour à toutes et à tous donc, pour ce nouveau rendez-vous de la Société française des urbanistes. Ça fait plaisir de vous retrouver. On est nombreux aujourd'hui pour un sujet, je pense, qui va être très, très passionnant parce que finalement, ben, comme vous le savez, la SFU est la plus vieille société du monde qui traite de l'urbanisme. Enfin, on parle très, très souvent à la SFU de ses fondateurs, de ses fondements, des convictions qui ont dicté nos prédécesseurs à créer cette association. Et donc, ben, plutôt que d'en parler, ben, je dois vraiment remercier chaleureusement Bruno, qui a dit, ben, plutôt que d'en parler, moi, je vais regarder effectivement qui étaient précisément ces gens-là. Et je sais qu'il a énormément travaillé pour nous présenter ce soir le résultat de ses recherches et de ses étonnements. Donc, je pense qu'on va faire un grand voyage dans le temps, qu'on va rencontrer tous ces gens formidables qui sont à l'origine de notre association. Donc, voilà, comme d'habitude, le rendez-vous de la SFU est filmé. Il sera retranscrit sur notre chaîne YouTube où on peut trouver par ailleurs tous les autres rendez-vous de la SFU. Donc, on va laisser la place donc à Bruno, hein, et je vous invite pour ce faire donc à débrancher vos caméras et vos micros. On va te laisser l'estrade, Bruno, pendant une petite demi-heure et je me charge donc de présenter les images qui vont accompagner ton exposé. Merci beaucoup et à tout de suite. Vas-y, Bruno. Bonjour donc à ceux que je n'ai pas salués. Donc on va s'intéresser aujourd'hui aux fondateurs de la SFU, aux 10 qui ont fondé la SFU, qui étaient des gens qui se connaissaient, on va voir pourquoi. Ce qui est plus compliqué à savoir, c'est pourquoi ils ont fondé la SFU, et ce sera une question que je poserai à la fin de cet exposé. Et puis on va regarder ce qu'ils ont fait, mais avant de regarder ce qu'ils ont fait, et là, tu peux passer tout de suite à la photo suivante, Laurent. Oui. Avant de regarder ce qu'ils ont fait, moi, j'ai voulu resituer un petit peu, les resituer dans l'histoire de l'urbanisme, parce que la SFU, évidemment, c'est pas une génération spontanée, c'est une époque de l'histoire de l'urbanisme. Alors, je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons eu lors du dernier rendez-vous, c'est-à-dire l'urbanisme, ça commence avec les Romains ou ça commence à la Renaissance. Moi, je reviens, enfin, j'ai voulu me replacer à partir de ceux qui ont commencé à dire l'urbanisme, c'est pas qu'une question de tracé, de composition urbaine, mais il y a aussi des préoccupations sociales, il y a aussi des préoccupations d'hygiène, il y a aussi des préoccupations, comment dirais-je, de travail collectif, etc. Et donc, il me semble que ces soucis-là, enfin ces préoccupations-là, elles ont commencé avec Cerda, ceux que j'ai appelés les hommes du baron, parce que le baron Haussmann, il a fait faire, mais il n'avait pas beaucoup d'idées en matière d'urbanisme. Hein. C'est Napoléon III qui les a eu pour lui, c'est très étonnant, mais c'est comme ça. Et puis, c'est pas lui qui a fait, enfin lui, il a fait faire, mais ceux qui ont fait, c'est Alphand et quelques autres. Camille Aucite, évidemment, hein, l'art de bâtir les villes. Et puis, après eux, donc, se crée la SFU, mais elle n'est pas toute seule. Ailleurs dans le monde, il y a des urbanistes intéressants aussi. Puisque là, on commence à parler d'urbaniste et non plus seulement d'urbanisme, puisque c'est bien les gens de la SFU qui inventent le mot. Alors, on se battra pour savoir si c'est Josely ou Bérard. Moi, je ne vais pas trancher, hein, suivant les auteurs, c'est l'un ou l'autre. J'ai plutôt tendance à penser que c'est Josely, mais je ne vais pas trancher. Voilà. Et puis, en revanche, pendant que eux existent, il y a d'autres gens. Il y a notamment Raymond Henouin qui met en œuvre les idées des Ebenezer Award en matière de Cité-Jardin. Il y a Tony Garnier, alors qui connaît bien les gens de la SFU, mais qui est bon, un solitaire, même un rebelle, j'ai envie de dire, et qui travaillera toujours seul dans son coin, même si son œuvre n'est pas inintéressante et même si elle a donné lieu ensuite au séminaire Tony Garnier. Et puis j'ai voulu, après les 10 de la SFU, donc, évoquer rapidement René d'Angers, qui aurait pu être fondateur. Alors je ne sais pas pourquoi il a raccroché les wagons un peu après. Et puis un autre, alors j'aurais pu en choisir d'autres, hein, mais j'ai pris Jacques Grébert, qui est à peu près contemporain des gens de la SFU, un peu plus jeune, et qui est qui me paraît aussi assez significatif
comment dirais-je, de l'esprit des gens de l'époque. Voilà. Bon, alors si tu peux passer à la suivante. Donc les précurseurs, vas-y. Voilà, ce que j'ai appelé les hommes du baron, donc Alphand, dont tout le monde a entendu parler quand on fait un peu d'urbanisme, qui est un peu le maître d'œuvre principal comment dirais-je, des prescriptions, non pas enfin si, de Napoléon III, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire, même si Badinguet, tout le monde s'en moque, mais aussi Belgrand, qui est polytechnicien comme lui, et qui lui, autant Alphand va travailler sur le dessus, lui va travailler sur le dessous. Et il va avoir un rôle très important, méconnu, hein, dans les travaux d'Haussmann, enfin les travaux réalisés sous le préfet Haussmann, parce qu'il va s'occuper de tout le réseau d'égouts de Paris. Il ne faut pas oublier que les travaux haussmanniens, c'est aérer, assainir, etc. Il va s'occuper de tout le réseau d'égouts de la capitale et il va s'occuper aussi de la desserte en eau potable de la ville de Paris. Et puis, Alphand, c'est un polytechnicien, c'est pas un ingénieur, c'est un ingénieur, je veux dire, c'est pas un architecte, c'est pas. Et donc, il va s'entourer de Barillet-Deschamps, qui va s'occuper de tout ce qui est square, jardin public, plantation, d'accompagnement. Et puis, un architecte, Gabriel Daviou, qu'on connaît peut-être parce que c'est le. Alors, qui va faire deux choses. Lui, il va faire d'une part des grands monuments parisiens, le théâtre du Châtelet, par exemple, qui vont venir encadrer les places défini par Adolphe Alphand, et puis il va dessiner tout le mobilier urbain de l'époque, de la poubelle au réverbère, en passant par les urinoirs, en passant par les grilles des squares, etc., ce qui donne, par les bancs, enfin, ce qui donne une cohérence d'ensemble aux travaux de l'époque. Donc, suivant, Laurent, là, voilà, donc quelques illustrations hein, pour rapidement. En haut à gauche, c'est le plan non pas de Napoléon III, mais de la commission qu'il a fait travailler sous ses ordres et qui a produit en quelques mois un projet de création de grandes avenues parisiennes et de percées sous comment dirais-je, sous les prescriptions, enfin à partir des prescriptions de l'empereur qu'il a fait. Comment dirais-je, qu'il a dicté à son ministre de l'Intérieur de l'époque et qui sont très précises. Je suis très étonné. Alors, il y a notamment, bon, il faut que toutes les gares soient desservies par une grande avenue, il faut que toutes les voies nouvelles aient un prospect, le fameux prospect H égale L, etc. Alors, Haussmann, il faut quand on est sur un obstacle, le contourner plutôt que de faire une percée directe, ça, Haussmann l'oubliera totalement et il demandera à Alphand de ne pas s'embêter, d'aller tout droit. Enfin, des choses comme ça. Bon. Et donc, on a, j'ai mis 4 photos. Donc, en bas à gauche, c'est, je crois que c'est une coupe sur le boulevard Richard-Lenoir, oui, absolument, parce qu'il y a le canal qui est en dessous. Donc, ça, c'est plutôt du Alphand, mais avec du Daviou et avec du Barillet-Deschamps. À droite, et puis aussi avec du Belgrand, puisqu'on voit le réseau d'égouts, etc. Enfin, après, au milieu, en bas, le plan des buttes Chaumont, qui est l'œuvre de Barillet-Deschamps, et à droite, un exemple de mobilier urbain. C'est le banc d'Aviou, mais comme il a fait plein de choses. Et puis, tout en haut à droite, c'est le réservoir de Montsouris, qui est un réservoir d'eau potable qui est mis en place par Belgrand. Voilà. Donc, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que c'est la première fois qu'en matière d'urbanisme, c'est plus un architecte qui dessine des grands trucs, c'est une approche pluridisciplinaire. Il y a 4 compétences qui sont associées pour produire un travail. Suivant, s'il te plaît, Laurent. Voilà. Pendant ce temps-là, c'est quasiment conjoint. Je veux dire, Haussmann commence à bosser en 1854, pardon. Il est nommé en 1854. Tout de suite, il va chercher Alphand. Et en 1855, Cerda produit un avant-projet pour Barcelone. Bon, tout le monde le connaît, je ne vais pas y passer trop de temps. Alors là, j'ai repris ce que nous a expliqué Gilles Farina au dernier rendez-vous de la SFU. C'est vraiment l'aboutissement de toute ce qu'il a appelé la ville régulière. Hein. Bon, on connaît tous l'îlot qui compose toute l'extension de Barcelone. Je dirais en français parce que j'ai du mal à prononcer l'espagnol. Mais ce que Cerda ajoute aux haussmanniens, on va dire, aux haussmannistes, c'est une préoccupation sociale. C'est-à-dire, lui dit, la ville, c'est pas seulement des tracés, des rues, des voies, des égouts, de l'air, des arbres, des jardins, c'est du logement. Et c'est notamment le logement des plus pauvres.
c'est le premier à dire ça. Ce qui ne veut pas dire qu'en France, il n'y avait pas cette réflexion, mais elle était posée de façon totalement indépendante de la composition urbaine, j'ai envie de dire. Puisque la loi sur les HBM, c'est 1894, oui, elle est postérieure à Haussmann. Voilà, donc lui, il ajoute aux réflexions des hommes du baron une préoccupation sociale. Et puis il y en a un troisième que j'ai voulu citer, à côté des hommes du baron et de Cerdas, c'est Camillo Sitte, ou Sitte, je ne sais pas si on le prononce à l'italienne ou pas, bien qu'il soit autrichien. Et donc, Sitte, lui, il réagit beaucoup comment dirais-je, au tracé extrêmement, à la ville régulière, comme l'a appelé Gilles Novarina, et lui dit, mais non, mais attendez les gars, il faut d'abord, autrefois, on ne faisait pas comme ça, donc il doit bien y avoir une raison, et en effet, il faut prendre en compte le site, la topographie, les monuments qui sont là, les vues, comment on les voit, comment on les découvre de haut, de plus bas, parce que ça monte, ça descend, comment on préserve. Et donc, il a une approche qui est, bon, qui est beaucoup plus respectueuse comment dirais-je, de l'histoire de la ville et qui prend beaucoup mieux en compte le site que ne l'ont fait les autres. Suivant. Donc ça, c'est avant la SFU. Voilà. Après, j'ai voulu citer deux contemporains de la SFU. Alors, j'aurais pu en prendre d'autres. Hein. Je me suis fixé de ne pas trop en prendre, parce que ça aurait fait beaucoup, mais surtout de prendre systématiquement des praticiens qui pouvaient avoir écrit des choses, qui pouvaient avoir émis des théories, mais qui tous avaient travaillé sur le terrain. Et donc, le premier, c'est Raymond Unwin, qui met en œuvre, qui est le premier à mettre en œuvre les cités-jardins, hein, en reprenant à partir des théories qu'avait développées Ebenezer Howard. Et donc, j'ai mis pour illustrer les choses une vue récente hein, de Letchworth, le TH est toujours un peu compliqué, qui est donc la première cité-jardin qui a été édifiée en Angleterre. Et puis, il y en a donc Tony Garnier, que j'ai cité. Alors lui, il est totalement contemporain de la SFU. Hein. Il a fréquenté Josely, il a fréquenté Prost, enfin mais bon, il a toujours mené son œuvre dans son coin. Simplement, lui, ce qui m'a intéressé chez lui, c'est que c'est le premier à avoir une approche globale de la ville. C'est-à-dire, il dit la ville, c'est, comment dirais-je, des logements, c'est de la détente, des loisirs, des espaces publics, etc. Mais c'est aussi le travail. Et donc, d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que lui, ce qu'il propose, c'est pas une ville, c'est une cité industrielle. Et il intègre dans ce qui est très nouveau, hein, enfin, de mon point de vue, il intègre dans sa réflexion l'usine. Comment parce qu'il dit de toute façon, s'il n'y en a pas, il n'y aura pas de ville. Hein, il n'y aura pas de quoi la payer en plus, parce que c'est le travail des ouvriers qui va permettre qu'on puisse édifier la ville. Et donc, le premier, il insère la question du travail dans la ville et donc de l'activité économique en général. Voilà, suivant. Alors, pendant ce temps-là, en France, à part Tony Garnier, il y a, comment dirais-je, il a été créé le musée social. Bon, je vais aller vite parce qu'en principe, à la SFU, tout le monde sait ce que c'est puisqu'on en vient. Donc, il est créé en 1894. C'est une espèce d'association. C'est pas du tout un musée d'ailleurs, c'est plutôt un observatoire de la vie urbaine, on va dire, qui a été créé par des gens, des réformateurs philanthropes et un peu socialistes, mais pas tant que ça finalement. Qui veulent se préoccuper de, comment dirais-je, d'améliorer la condition, surtout, l'approche, elle est d'abord sur le logement. Hein. Ils veulent se préoccuper d'améliorer la condition des ouvriers, avec un souci qui rejoint celui de Haussmann, qui est de dire il faut quand même faire quelque chose pour eux, parce que sinon, ils vont se révolter. Hein. Voilà. Il crée donc le musée social. Et puis, à l'intérieur de ce musée social, en 1908, il se développe une section d'hygiène urbaine et rurale. Et cette section, tous les gens de la SFU, en fait, en font partie. Enfin, ils ne sont pas encore à la SFU, puisque c'est du 1911. Hein. Mais ils sont là et ils passent, eux, ils disent, enfin, ils intègrent la notion d'urbanisme, parce que tout le monde dit, enfin, l'urbanisme, c'est les Romains qui l'ont inventé, je ne sais pas, ou les Grecs peut-être. Bon, dans la langue française, le mot urbanisme, d'autres disent, mais non, on a traduit Cerda, pas du tout. Dans la langue française, le mot urbanisme, il apparaît dans la première moitié du 19e siècle, aux alentours de 1930. Les dictionnaires étymologiques ne sont pas tous d'accord.
Donc, eux disent, mais il n'y a pas que, enfin, il n'y a pas que le problème du logement, il faut intégrer ça à une réflexion plus complète qui est sur l'aménagement rationnel des villes. Et ils vont, comment dirais-je, avec un député de l'époque, qui est Honoré Cornudet de Chaumette, préparer une loi qui est la loi qui porte le nom de Cornudet, bon, donc on connaît bien les SFU, parce qu'on a organisé un colloque pour son centenaire, hein, et qu'on peut résumer avec 3 objectifs qui sont aménager et embellir les villes, le 3e étant de préparer et d'encadrer leur extension. Et pourquoi la création de cette section? Alors, c'est pas seulement pour préparer la loi Cornudet, c'est parce qu'il y a tout un débat au début, fin 19e, début 20e, sur le devenir des fortifications de Paris. C'est-à-dire que les militaires ont dit, on peut les raser, hein, c'est fini, elles ne servent plus à rien, maintenant qu'il y a les canons, les obus vont passer au-dessus, enfin, on n'en a plus besoin. Et donc, il y a un débat qui se crée sur qu'est-ce qu'on fait des fortifications et de toute la zone non aedificandi qui se trouvait au pied de ces fortifications. Et les gens de la section d'hygiène urbaine et rurale participent activement à ce débat. Et la loi Cornudet, elle démarre de là, si je puis dire. Elle démarre de cette réflexion sur qu'est-ce qu'on fait comment dirais-je, de la zone non aedificandi et des fortifications, au-delà de faire du verre, mettre des jardins, etc. Enfin, il y a tout un débat sur qui est initié notamment par Eugène Hénard, hein, qui va être le premier président de la SFU, qui a réfléchi beaucoup à la transformation de Paris, etc., qui est de dire, mais si on fait disparaître les fortifications, il faut se préoccuper de ce qu'il y a au-delà de Paris, de comment on articule ce qui n'est pas encore la banlieue, mais qui commence à le devenir, avec la ville. Et donc, il ne s'agit pas seulement de faire des grands parcs, ce qu'il propose hein, d'ailleurs, parce qu'il y a tout un plan sur l'aménagement de Paris, en périphérie de Paris, avec une série de parcs, etc. Mais lui, il va au-delà, il dit simplement, il faut aussi réfléchir à ce qu'il y a au-delà, comment on articule la ville et la banlieue, qui à l'époque est encore très rurale. C'est pour ça que moi, je me suis posé longtemps la question, pourquoi la section d'hygiène urbaine et rurale, puisque c'est des urbanistes. C'est parce qu'eux se posent la question de justement comment on prépare, comment on encadre l'extension des villes et comment on relie ce qui commence à exister à la ville centrale. Point suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les fondateurs, donc, ils sont 10. Ils font tous partie de la section d'hygiène urbaine et rurale. Le plus âgé, c'est lui qui devient le président, c'est donc Eugène Hénard. Alors, il est relativement peu connu. Simplement, c'est une espèce. Et il aura une carrière un peu limitée, parce qu'il est fonctionnaire à la mairie de Paris, il est au service de l'architecture, il n'est même pas directeur général du service. Hein. Il aurait bien aimé succéder à Alphand, mais non, ce ne sera pas lui. Mais en revanche, il travaille comme un fou, et il a des visions assez intéressantes sur la ville moderne, même s'il est très soucieux de respecter le patrimoine. Alors c'est assez intéressant. C'est pour ça que j'ai présenté le petit dessin qui est en bas à droite, c'est que pour éviter certaines percées qui vont beaucoup casser, il propose un pont en croix sur la Seine, lequel pont permet d'éviter certains percements. Enfin, bon, voilà. Il propose alors, il a une vision futuriste assez, certains l'ont appelé le Jules Verne de l'urbanisme. Hein. Il a une vision assez, comment dirais-je, poussée de l'avenir. Donc, il fait une coupe sur la rue Future. Enfin, il propose évidemment alors des circulations à plusieurs niveaux, avec celle du dessous étant pas nécessairement pour les transports en commun, c'est plutôt pour acheminer le charbon pour chauffer les immeubles, c'est évidemment pour les égouts, enfin, etc. Et il va jusqu'à penser, enfin, c'est intéressant, c'est en 1908 hein, qu'il produit les études sur les transformations, 1904 même, oui, les études sur les transformations de Paris. Il prévoit des toitures terrasses qui accueilleront les aéronefs individuels. C'est-à-dire qu'il dit, il est en train de voir que l'automobile se développe, etc. Mais il se dit, ça va être pareil pour l'avion. Je rappelle que le premier vol de Santos Dumont, c'est 1906. Hein. Adair a essayé avant, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui discutent pour savoir s'il a vraiment décollé ou s'il a fait plus de 60, s'il a décollé de plus de 60 cm. Tandis que Santos Dumont lui arrive à voler beaucoup mieux. Et il prévoit donc c'est ce qu'on voit sur l'objet un peu bizarre qui est en haut à droite du dessin. Il prévoit donc des terrasses pour que les avions se posent avec des monts de charge qui les amènent en sous-sol pour les ranger. Enfin, c'est assez extraordinaire.
Et à côté de ça, il est aussi très soucieux de verdir Paris, qu'il trouve insuffisamment vert. Et il a travaillé sur... parce que bon, alors, il n'a produit que sur Paris, sauf que c'est quelqu'un qui est allé voir partout. Il est allé à Londres, il est allé à Berlin, il a regardé ce qui se faisait à Moscou, il a participé à des colloques aux États-Unis. Enfin, il est très soucieux de voir ce qui se fait ailleurs, et il se rend compte que Paris est très peu vert. Et il fait des plans comparatifs. Alors, celui qui est en bas à gauche, c'est ça. Il a superposé à la même échelle le plan des espaces verts de Londres avec le périmètre, le contour des remparts, puisqu'ils sont pas encore terminés, des fortifications de Paris. Hein, fortifications de Louis-Philippe, les dernières. Voilà. Donc, il a vraiment une approche méthodologique assez poussée. Il publiera donc les études qu'il a faites sur les transformations de Paris en 1904. C'est un livre qui a été réédité depuis avec une préface qui, au départ, était une préface et qui finalement est devenue une série d'articles et de chapitres même de Jean-Louis Cohen qui sont assez intéressantes et qui rendent bien compte comment dirais-je, de ce basculement qui se fait entre un urbanisme qui est surtout avec des préoccupations d'hygiène et éventuellement de logement à, comment dirais-je, à comment la ville évolue, à ce qu'elle devient, à comment il faut la transformer, etc. Suivant. Voilà. Alors, le deuxième que j'ai voulu citer, c'est Jean-Claude Nicolas Forestier. C'est un polytechnicien, mais c'est surtout un paysagiste. Alors, il est passé par Polytechnique, il est passé par Sciences Po, il est passé par l'École des eaux et forêts, et puis finalement, il va devenir paysagiste. Il est nommé en mairie de Paris, par la municipalité de Paris, pour remplacer Alphand. Et il va faire tout un travail sur le paysage, en collaboration avec Hénard, évidemment, et avec d'autres. Alors, j'ai mal compris, enfin, il est très habile parce qu'il a fait une carrière à la fois de fonctionnaire et de travailleur indépendant, si je puis dire. Et notamment, il va s'intéresser au Maroc quand Prost va bosser là-bas. Enfin, Prost, c'est un autre qu'on va voir. Il va aller voir les... Et il essaie... Alors, à une époque où le paysagiste, c'est Barillet Deschamps, c'est-à-dire c'est le jardin à l'anglaise rapporté en France, lui va réfléchir à une autre façon d'organiser le paysage. Qui est plus rigoureuse, qui fait moins appel au terrassement que les jardins anglais, hein, qui est plus soucieuse du contexte, en même temps qu'il recherche une géométrie qui rend très lisible ses interventions, qui est très soucieuse du choix des espèces. Hein. C'est un des premiers à dire c'est pas la peine de faire pousser des mélèzes là où où les feuillus se portent mieux, enfin, etc., etc. Il est très intéressant. Et puis, qui plus est, lui dit, un jardin ou un parc, ça participe du fonctionnement urbain plus général. Et il va produire un bouquin qui s'appelle Grande ville et système de parc, qui a été réédité il y a quelques années, dans lequel il propose un système d'organisation des villes, enfin plutôt d'organisation des jardins publics et des parcs en fonction de la dimension des villes. Et donc, ça part du petit square de quartier jusqu'au grand parc urbain, et il essaie d'échafauder des ratios, etc., enfin, qui permettent d'organiser la ville. Il sera très connu, pas seulement en France, mais à l'étranger, au point qu'il va être appelé par les Argentins pour travailler au développement de Buenos Aires. Et donc, il fera sur Buenos Aires un plan d'extension avec un petit coup de main de Léon Jossely, d'ailleurs. Mais il a beaucoup marqué de son empreinte la ville de Buenos Aires. Voilà. Mais pas seulement ça, hein, je veux dire, c'est un type qui est intervenu, et alors assez discret, parce qu'il est souvent, enfin, je veux dire, d'abord, il était méconnu, il n'y a que 10-15 ans qu'il est réhabilité, si je puis dire, et puis, il travaille pas seul, quoi. Il travaille avec Prost, il travaille avec Jossely, enfin, il travaille avec d'autres archis pour avoir une approche plus globale de la ville. Au suivant, s'il vous plaît. Voilà, André-Louis Bérard. Alors, lui est moins connu. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des documents sur ce qu'il avait fait. Il fait partie de la section de la CHUR, hein, la section d'hygiène urbaine et rurale du musée social. Il y a des interventions, les archives de la CHUR en attestent, mais il est moins connu. Alors, il est connu surtout, il gagne le concours. Il y a eu au début du XXe siècle une série de grands concours internationaux
pour la transformation et l'agrandissement des villes. Il y en a un sur Berlin, il y en a un à Anvers, il y en a un, il y en aura un à Paris, mais en 1919, on y reviendra. Et il y en a un notamment, alors il faut que je retrouve le nom, excusez-moi, parce que mes connaissances en espagnol sont un peu limitées. C'est Guayaquil, ou quelque chose comme ça, qui est la deuxième ville de l'Équateur. Hein, c'est même la capitale économique de l'Équateur. Ah oui, je regarde, il faut rester, donc je vais avoir du mal. Guayaquil, c'est bien cela. Voilà. Et il gagne le concours. Donc ça lui a assuré une certaine réputation. Je n'ai malheureusement rien trouvé d'autres projets qu'il ait pu faire, sauf bien sûr un qui était très connu et que la municipalité s'est empressée de démolir en 1980 parce qu'elle trouvait que c'était trop cher à réhabiliter. C'était la piscine d'eau de mer du Touquet. Touquet Paris-Plage, bien sûr, qui avait un rôle extrêmement structurant. C'était pas qu'une piscine, quoi. Enfin, bon, le Touquet, hein, comme beaucoup de plages du Nord, à basse mer, la mer est très très loin, donc les touristes ont pas envie d'aller la chercher si loin, et donc il y a la piscine du Touquet, c'était une espèce de retenue d'eau de mer qui gardait l'eau à basse mer et dans laquelle on allait se baigner. Mais c'est un élément structurant de tout le front de mer du Touquet. C'est pensé, enfin, on voit qu'il y a une pensée qui passe au architectural, mais qui est comment cet équipement fait fonctionner tout le front de mer. Voilà, on verra qu'il a, comment dirais-je, il a eu un rôle aussi après sur le plan d'extension de Paris, mais j'y reviendrai plus complètement par la suite. Le suivant, s'il vous plaît. Voilà, Alfred Agache, alors encore un grand bonhomme. Hein. Alors lui, il commence par, bon, architecte aussi, bien sûr. Est-ce qu'il est Grand Prix de Rome? Je ne sais plus. Non, il n'a pas eu le Grand Prix de Rome. Mais, bon. Mais il commence à travailler sur Paris et puis sur les villes françaises, et c'est un des grands acteurs de la formation, de l'écriture de la loi Cornudet, hein, qui prescrivait donc qui est une loi de la reconstruction d'après la Première Guerre mondiale, mais qui s'imposait à toutes les villes, qu'elles aient subi des démolitions ou pas, et qui leur prescrivait des plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension. Et lui, il est pressé de faire ça parce qu'il en produit, même si ce n'est pas encore dans la loi, il en produit avant 1919, qui est donc la date de la promulgation de la loi. Et il écrit un bouquin avec d'autres membres de la SFU, hein, qui sont Auburtin et Redon, un paysagiste, et un bouquin qui s'appelle « Comment reconstruire les villes ». Alors, il écrit ça en 1915, c'est-à-dire que la guerre de 14 a commencé. Et commencé, bien sûr, que ça a déjà bien fait démolir des choses. Et il produit donc ce bouquin « Comment reconstruire nos cités détruites », avec qui est un bouquin qui, à l'origine, est une espèce de vade-mecum, ou qui est une espèce de méthodologie à l'usage des parlementaires. Hein, pour leur dire, écoutez, pour les sensibiliser aux questions d'aménagement, et pour leur donner des méthodes sur la gestion des villes, etc., les problèmes d'extension des villes. Alors oui, quand je disais qu'il commence tôt, l'image qui est en bas, ça fait partie des grands concours de l'époque, il fait le concours de Canberra, capitale de l'Australie, puisque chacun sait que ça n'est ni Sydney ni Melbourne, mais Canberra, et donc il a fallu proposer un plan. Alors lui, il ne gagne pas, il est deuxième, hein, mais il en gagnera d'autres, ne vous inquiétez pas pour lui. Il a fait le premier plan d'aménagement de Dunkerque, et puis il se fait connaître à l'étranger, et il est appelé par le gouvernement du Brésil. Et il fera notamment le plan d'extension de Rio de Janeiro, que certains lui reprocheront, parce qu'à l'époque, je pense que la municipalité de Janeiro était plutôt, et le gouvernement était plutôt à droite, et donc il se fera, comment dirais-je, reprocher d'être un peu fasciste, alors que c'est un urbanisme, il a fait des études de sociologie aussi. Et il sera extrêmement préoccupé, avant de dessiner, hein, de se préoccuper de la société dans laquelle il va intervenir. Et c'est lui qui est, alors ceux qui ont suivi le colloque Cornudet
connaissent bien ça, ou qui ont suivi les conférences de Marlène Gorayev le connaissent bien. Il est un de ceux qui préconise ce qu'il appelle l'enquête urbaine préalable, c'est-à-dire qu'il dit avant de dessiner quoi que ce soit, il faut aller sur place, il faut parcourir le terrain, il faut voir les gens, savoir qui ils sont, il faut savoir comment la société est composée, et c'est à partir de là seulement qu'on va pouvoir travailler. Et il aurait souhaité, il milite, mais bon, ce qu'il propose est retenu de façon très comment dire, superficielle, pour que l'enquête urbaine soit un élément obligatoire du plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension. Or, la loi citera la nécessité de regarder un peu ce qui se passe, mais elle n'ira pas jusqu'à appliquer, enfin, à imposer toutes les investigations que Donna Agache s'impose. Voilà, donc c'est un type très intéressant de ce point de vue-là, même si encore une fois on lui a beaucoup reproché d'avoir des plans excessivement rigides. Hein. Alors l'image en noir et blanc là, qui est au milieu, c'est un des derniers plans qu'il a fait pour une ville du Brésil aussi qui s'appelle Curitiba, mais où il a extrêmement bien travaillé la question de relier un certain nombre de la ville centrale avec sa périphérie et puis avec un système de comment dirais-je de desserte qui est très pensé, dans lequel il intègre la question des transports en commun, etc. Enfin, et certains disent aujourd'hui que du point de vue de l'écologie, c'est un précurseur. C'est-à-dire que d'un côté on dit c'est un facho, de l'autre côté on dit c'est un précurseur. Donc les choses sont toujours un peu compliquées. Le suivant, s'il vous plaît, Monsieur Vidio. Voilà, Auburtin. Alors, Auburtin, c'est l'importateur des cités-jardins en France. C'est le premier qui réalise une cité-jardin à Reims, la cité du Chemin Vert, qui existe toujours, bien sûr. Et puis, il participe, il travaille avec Donna Agache au livre sur comment reconstruire nos cités détruites. Donc, il a aussi cette préoccupation sociale. De toute façon, la cité du Chemin Vert, c'est fait avec le Foyer et moi, c'est une cité pour loger les ouvriers. Je veux dire, c'est pas bon. Et puis, il fera quelques autres cités jardins en France. C'est vraiment sa spécialité. À l'étranger, il a peu travaillé. Il a fait le concours pour l'extension de Belgrade avec Redon, paysagiste, et Parenti, un autre membre de la SFU, bien sûr. Mais ils finiront deuxième. Je crois aussi, peut-être qu'ils l'ont gagné, je ne sais plus. Je mélange un peu tout. Mais bon, il n'y aura pas de mise en œuvre précise de leur projet. J'ai quand même signalé, c'est aussi l'auteur de la salle Pleyel, c'est-à-dire que c'est pas qu'un urbaniste, c'est aussi un architecte assez brillant. La salle Pleyel, c'est pas rien, et c'est bon, c'est lui qui l'a faite. Je veux dire, bon. Suivant. Alors, Édouard Redon, il m'a un peu déçu. C'est un paysagiste, il est rémois comme Auburtin, donc ils ont bossé ensemble, ils participent au fameux livre Comment reconstruire nos cités détruites. Moi, il me déçoit parce que par rapport à Forestier, je trouve qu'on est un peu en régression sur le plan du vocabulaire paysager. Il revient, ceci dit, il a eu un énorme succès. Hein. Alors, il était à la fois paysagiste et entrepreneur, c'est-à-dire que lui, il faisait la conception et derrière, il envoyait ses ouvriers pour faire les talutages, les modeler de terrain, réaliser les allées, etc. Ces jardins sont très appréciés. Hein. Il a alors lui, c'est un indépendant, hein, c'est pas un fonctionnaire. Il a, comment dirais-je, énormément, une clientèle privée énorme. Il a fait plein de jardins pour les châteaux de tous les aristocrates avec un peu d'argent en France et à l'étranger. Et il s'est distingué par des grands jardins qu'il a gagnés sur concours en Roumanie. Dont un qui est alors, il faudrait que je retrouve le nom, c'est celui qui est photographié en bas à droite, avec cette espèce de passerelle suspendue. Je croirais pas ça au but de Chaumont, enfin, je suis méchant quand je dis ça, mais c'est peut-être un peu plus moderne quand même que la passerelle des buts de Chaumont. Mais enfin, moi, il m'a déçu sur le plan de son vocabulaire. Je trouve qu'il a pas en retrait. En revanche, ce qui est intéressant, notamment à travers le parc Pommery, qui s'appelle maintenant le parc de Champagne, qui est en bas à gauche, là, il réfléchit beaucoup à ce qu'on va faire dans le parc, autrement que de se promener, de contempler les choses. Et ça, c'est parce qu'il travaille le parc de Champagne. À l'origine, c'est le parc Pommery. C'est-à-dire, c'est un parc
pour les ouvriers des Champagne-Pommery. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont y faire? Donc, ils vont faire du sport, ils vont pouvoir pique-niquer, il réfléchit à tout ça et il essaie de composer un ensemble dans lequel on peut développer ses activités sans gêner l'autre, enfin, etc. Donc, de ce point de vue-là, il est intéressant. Bon, en revanche, encore une fois, sur le plan du vocabulaire, j'ai été un peu déçu. Suivant. Henri Prost. Alors, bon, Henri Prost, une autre grande figure, lui aussi issu de la Société d'hygiène urbaine et rurale. Et donc, il va être appelé assez vite pour travailler auprès de Lyautey, qui est le grand chef du protectorat du Maroc, et il va, assez jeune hein, déjà, proposer des plans pour l'extension et le renouvellement, enfin, et l'embellissement de toutes les villes du Maroc. Hein. Il a fait Fès, il a fait Rabat, il a fait, enfin, je ne sais plus combien de plans il a produit sur le Maroc, mais il est très associé à ce pays, et avec un souci qui est, encore une fois, de dire, il y a un passé, qui a sa richesse, et donc le problème, c'est comment on organise l'extension, comment on accueille l'extension de ces villes, parce qu'elles se développent, la population grandit, etc., et comment on articule les nouveaux quartiers avec ce qui existe, mais sans le remettre en cause. Hein. Ce qui n'était pas le cas de Cerda, par exemple, hein, parce que Cerda, son plan n'a pas été réalisé jusqu'au bout, mais ça ne gênait pas, lui, d'avoir des grandes traversées qui passaient à travers le quartier gothique de Barcelone, enfin, etc. Quand on regarde dans son plan de 58, je crois, enfin, pas le plan initial, mais de son plan définitif pour Barcelone, c'est assez intéressant de voir qu'il ne se préoccupait pas trop il n'avait pas ce souci qu'ont eu, qui était, enfin, c'est Camille Ossite hein, qui est le premier à demander ça. Donc, il a une carrière très importante au Maroc, et puis après, il revient en France et il va travailler sur le plan d'extension, sur le plan du Grand Paris, on peut dire, dans les années 30, où il ne fait que reprendre un autre plan d'un autre qu'on va voir après, qui est Léon Jossely. Hein, qui a gagné le concours pour le plan d'extension de Paris en 1919. Donc ça, c'est intéressant, il y a une espèce de continuité qui se fait. Bon, c'est pareil que pour Jossely, ces plans-là, ces grands plans-là, malheureusement, enfin, ou heureusement, diront d'autres, ils n'en restent pas, enfin, ils n'ont pas beaucoup d'applications. Alors, c'est des plans, en général, enfin, alors, à cette échelle-là, c'est pas faisable, mais à l'échelle d'une ville, c'est des plans qui sont généralement, qui n'ont pas de volet foncier. Donc, évidemment, hein, s'il n'y a pas de foncier, s'il n'y a pas la maîtrise du foncier, c'est difficile de les mettre en œuvre. Bon. Et donc, il travaille là-dessus. Il travaille aussi sur un plan d'aménagement de toute la côte varoise. Hein, c'est la coupe que j'ai dessinée, pardon, que j'ai inscrite en dessous. Ça, enfin, j'ai voulu rapprocher ces deux images parce que ça montre la capacité de ces gens-là à travailler à des échelles extrêmement différentes. Quoi. Ils sont capables de bosser sur des choses qui relèvent de l'aménagement du territoire et d'autres qui sont, ben voilà, c'est comment on dessine une promenade à la fois automobile et piétonne sur la côte varoise. Quoi. Enfin, c'est pas, voilà. Sa dernière œuvre, si je puis dire, hein, il est très connu surtout pour ça, le Maroc, et puis Istanbul. Il a travaillé sur Istanbul, et là on avance, c'est plus tard, hein, c'est en 1936 hein, qu'il est appelé à Istanbul pour bosser sur le plan d'Istanbul, et là il travaille sur, pas seulement comment la composition, l'organisation de la ville, mais sur les transports en commun, etc. Et il a toute une réflexion sur le métro d'Istanbul, qui se fera beaucoup plus tard, mais dont les tracés seront très proches de ce qu'il a proposé. Et il propose des trucs assez subtils. Alors, ça paraît bizarre, cette espèce de, ce qu'on voit en bas à droite, là, cette espèce de looping fait par le métro. Mais en fait, c'est parce qu'il travaille sur la topologie. Il y a des endroits où on est enterré, des endroits où on n'est pas enterré. Et il propose cette espèce de boucle pour passer d'une section enterrée à une section aérienne, ou au sol en tout cas. Et il profite de la boucle pour qu'il y ait deux stations qui desservent le centre d'Istanbul. Enfin, c'est un type qui est, enfin, je ne vais pas dire c'est un génie, mais c'est quand même un type qui était très très fort. Et j'ai retenu pour le caractériser cette phrase hein, qui est de lui. Il dit faire de l'urbanisme, c'est savoir là où il ne faut pas construire. Et je trouve que c'est une bonne réflexion. C'est-à-dire ça a été vraiment ce qui l'a guidé, notamment au Maroc, c'est comment, quand on organise l'extension des villes, on essaie de le faire là où il faut, sans prendre trop de place. Hein. On ne parlait pas encore de limiter l'étalement urbain, mais c'est quand même une préoccupation qu'il a. Je veux dire. Suivant.
Hébrard. Alors, Hébrard, c'est un autre. Lui aussi, c'est un personnage. Alors, Hébrard, c'est un Grand Prix de Rome, comme Prost. Ils se sont succédés. Hein, il y a eu Tony Garnier, juste derrière, il y a Prost, après, il y a Josely, et après, il y a Hébrard. Ou il y a Hébrard, pardon, et après, il y a Josely. Mais ils sont tous les quatre premiers Grands Prix de Rome. Et donc, ils se sont croisés quand ils étaient à la Villa Médicis, puisqu'on restait 3 ans là-bas. Et alors, c'est assez rigolo parce qu'ils se font tous engueuler par l'Académie d'architecture parce que on sent que le travail qui leur est demandé, qui est de copier les monuments anciens et de voir ce qu'on peut en retirer pour c'est pas leur truc, quoi. Et je crois que c'est Hébrard qui se fait le plus engueuler d'ailleurs. Enfin bon, peu importe. Hein. Il a été Grand Prix de Rome, il a droit à 3 ans à la Villa Médicis, il va pas se gêner. Il va pas se gêner, mais il voyage notamment en Turquie, il voyage en Grèce, et puis en Grèce, il va y être amené par la guerre 14-18. Et il va devenir architecte en chef de Thessalonique. Alors Thessalonique, c'est un peu comme Guayaquil à l'équateur. C'est une ville qui subit un incendie terrible et qui est détruite à, je ne sais plus, presque 80%. Et il fait tout le plan de reconstruction. Qui, alors là, en revanche, a été suivi d'assez près. Et en travaillant là sur cet exposé, j'ai trouvé une analyse du plan d'Hébrard pour Thessalonique par une chercheuse enseignante à l'école d'architecture d'Athènes. Et elle est dithyrambique sur la façon dont il a compris le site, la façon dont son plan qui paraît assez, comment dirais-je, orthogonal, rigoureux, etc. En fait, il prend parfaitement en compte le relief, la présence de la mer, les vues sur la mer, des positions en balcon sur l'eau, etc. Enfin, bon, c'était le but aussi, c'est pas un nul. Et puis après la Grèce, il part au Vietnam, enfin en Indochine, pardon, à l'époque. Et il va beaucoup travailler sur Ho Chi Minh Ville, donc, qui est Hanoï à l'époque, Saïgon aussi. Il travaillera aussi au Cambodge, hein, sur Phnom Penh. Enfin, bon. Et il a beaucoup marqué de son empreinte Hanoï. Hein. Il y a Hanoï. Et d'ailleurs, alors, lui, c'est pareil. Hein, il est, comment dirais-je, c'est un urbaniste, mais c'est aussi un architecte. C'est un archéologue. Il a la double formation. Et tout son travail, il va énormément travailler sur les civilisations antiques, des sites sur lesquels il intervient. Et tout son travail va être d'essayer de voir quels sont les fondamentaux de ces civilisations en matière d'architecture notamment, et comment on les introduit dans une architecture contemporaine. Hein. Alors, ils ont été très marqués, moi, j'ai remarqué les architectes de la SFU, par le mouvement Art déco. Hein. La salle Pleyel, on va voir Josely, enfin, lui aussi, me semble-t-il, mais c'est une architecture qui est très inscrite localement dans le même temps. C'est-à-dire qu'il y a à la fois. Et c'est des bons souvenirs, puisque les principaux bâtiments du gouvernement de Chi Minh Ville aujourd'hui, ils sont tous dans des bâtiments qui ont été construits par Hébrard. Voilà. C'est pour ça que une modernité qui compose avec l'histoire des lieux. Je me suis permis cette qualification un peu rapide sur lui aussi un grand bonhomme. Suivant, s'il vous plaît. Même si, alors c'est pareil, hein, c'est l'époque du colonialisme. Alors bon, quand on regarde le détail de ces plans, c'est des plans assez ségrégatifs. Enfin, je veux dire, avec le quartier chinois, le quartier machin, les indigènes, le quartier français. Enfin bon, mais je peux vous dire que les Vietnamiens se sont très bien adaptés de son plan et se le sont appropriés. Quoi. Enfin, Josely. Alors Josely, lui aussi, bon. Premier Grand Prix de Rome, à la Villa Médicis, il croise ses prédécesseurs, Hébrard et puis Prost, hein, qui ont été. Et puis, il en parle d'ailleurs dans les quelques écrits qu'il a fait, il dit c'est quand même des types extraordinaires. Il a été sollicité, je ne sais plus si je l'ai dit, par Agache, pour écrire 2 chapitres du bouquin sur la reconstruction des villes. Forestier aussi y a travaillé. Hein. Mais c'est essentiellement Agache, l'auteur du bouquin. Et alors, lui, il va se signaler, il a même pas 30 ans, il gagne le concours pour l'extension de Barcelone, la 2e extension de Barcelone. Alors, il se démarque assez franchement de ce qu'a fait Cerdà. Ses principes d'organisation sont très différents, mais il gagne Barcelone haut la main. Je veux dire, enfin, voilà. Il va travailler ensuite en 1919. Il fait le premier concours, une des premières applications de la loi Cornudet, le concours pour le plan d'expansion, d'aménagement, d'embellissement et d'extension de Paris.
Et pareil, ils gagnent haut la main, à l'unanimité du jury. Ils sont 72, 74 dans le jury. Ils gagnent à l'unanimité du jury. Et la commission, je l'ai mis entre guillemets là, mais c'est dans le rapport de la commission qui présente le résultat de ces travaux jury. La commission a eu l'impression qu'elle se trouvait devant un maître. Voilà. Josely, bon, il y a un architecte, il a fait notamment le plan d'aménagement et d'extension de Grenoble. Il y a un Grenoblois qui a commis un ouvrage sur Josely récemment, parce que lui aussi, c'est pareil, c'est un urbaniste et un architecte, et il est l'auteur. Quand ils ont fait un truc intéressant, j'ai toujours mis dans un coin, c'est l'auteur du musée de la Porte Dorée, hein, qui était le musée de l'immigration, enfin qui est devenu le musée de l'histoire de l'immigration, qui était le musée des arts océaniques, pardon, enfin des civilisations océaniques. Et bon, c'est un bâtiment là aussi assez intéressant, il en a construit d'autres. Voilà, donc on a des différents. Alors, ce que j'ai voulu montrer aussi, ces deux plans-là c'est ce qu'il a produit dans le cadre de son étude sur le plan d'aménagement et d'agrandissement de Paris. Ce sont des plans où c'est pareil, c'est pas que de la composition, il y a aussi toute une réflexion sur les transports en commun, sur comment on relie les choses ensemble, etc. Voilà. Suivant. Parenti. Alors, Parenti, c'est le parent pauvre. Alors déjà, impossible de trouver une photo de Parenti. Hein. Et puis, l'architecte urbaniste oublié de la reconstruction. C'est pas moi qui le dis, c'est le conservateur des archives municipales de Lorient, dans un article qu'il a publié. Et Parenti, il a joué de malchance. Alors, il fait partie lui aussi de la section d'hygiène urbaine et rurale. Il participe activement. Et puis, il produit, en 1927, je crois, le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension, pardon, de Lorient. Voilà, c'est le plan qu'on voit à gauche, là, le plan qui est disposé verticalement. Et puis, manque de peau, il faut 10 ans pour l'approuver. C'est-à-dire qu'on trouve toujours un truc à redire, il faut changer ça, il faut remettre ça là, ça ne va pas, etc. Et donc, on arrive en 1937, et au moment de le mettre en œuvre, ben voilà, c'est 39, c'est la guerre, et donc son plan tombe à l'eau. Lorient, c'est une ville qui a été extrêmement bombardée, hein, tout le monde le sait, pendant la guerre 39-45. Et assez vite, elle est déclarée ville sinistrée et il faut produire un plan de reconstruction, celui-là, non plus de la Première Guerre mondiale, mais de la Deuxième Guerre mondiale. Il est donc sollicité, il y a un concours qui est lancé, il est sollicité pour participer au concours. Son plan de 1927 est un élément, est une pièce du programme. Et puis, bon, le maire le remercie parce qu'il dit, enfin, il ne le dit pas, mais c'est le conservateur des archives municipales de Lorient qui le dit. Il a un copain, le maire, dans les trois concurrents, ils sont trois concurrents, et il fait passer son copain et il dit à monsieur Parenti, bon, vous avez fait un très bon plan, mais enfin, bon, là, vous avez un concurrent qui a fait mieux. Voilà. Et on sent que, alors, j'ai pas vu le plan du concurrent, mais on sent que l'archiviste s'en doute un peu. Il lui arrive quasi la même histoire à Beauvais. Il fait un plan pour la reconstruction de Beauvais. Alors, il fait pareil. Il fait un premier plan dans le cadre de la loi Cornudet, en 1900, je ne sais plus, si vous voulez la date précise, je peux vous la donner. Et puis, bon, arrive la guerre. Et puis, après la guerre, Beauvais, c'est pareil. C'est une ville qui a été extrêmement démolie. Il faut reconstruire. Alors là, il est chargé directement de reconstruire de produire le plan de reconstruction. Mais on lui dit, ce serait bien que vous êtes parisien, donc ce serait bien que vous preniez un architecte local avec vous. Et puis, ben, il va faire le plan avec l'architecte local. Et puis, quand il faudra le mettre en œuvre, on va lui dire merci, monsieur Parenti, mais monsieur Noël, qui était sûrement très bien, je ne sais pas, mais c'est monsieur Noël qui va faire le boulot. Voilà. Donc, c'est en ce sens-là que il a été un peu oublié. Alors que, et on a du mal à trouver, si, il a fait une cité jardin ou deux, je pense, mais on a du mal à trouver des éléments sur lui. Voilà. Donc, ça, c'est les 10 qui ont créé la SFU et qui ont bien bossé, me semble-t-il, enfin, ou beaucoup en tout cas. Et j'ai voulu citer deux continuateurs. Alors, le premier, René d'Angers. Voilà, René d'Angers. Alors, ça, c'est pas seulement pour faire plaisir à Laurent Vigneault, président actuel de la SFU, et qui est géomètre de formation à l'origine. C'est parce que René d'Angers, alors l'urbanisme en famille, il va très vite, il commence comme géomètre, mais il va très très vite. Alors lui aussi, alors je ne sais pas s'il était vraiment lâcheur, mais il les a fréquentés en tout cas. Il y a
on trouve des relations qu'il a pu avoir avec les gens de la société, la section d'hygiène urbaine et rurale. Il adhère à la SFU quelques années seulement après la création de la SFU, mais en 1911, il n'est pas là, il ne fait pas partie des premiers. Simplement, il fait beaucoup, il comprend bien le système comment dirais-je, des plans d'aménagement d'extension promis par le camp Nudet. Il travaille beaucoup sur les rives de la Méditerranée, et Marlène Gorayeb, qu'on évoquait tout à l'heure, qui est enseignante et chercheuse, architecte enseignante et chercheuse, qui est originaire qui est une franco-libanaise, hein, qui a vécu toute sa jeunesse à Beyrouth, a beaucoup travaillé sur ce qu'il a fait, et comment dire, lui aussi c'est un tenant de l'enquête urbaine, c'est-à-dire que avant de travailler, avant de dessiner, il regarde bien comment ça se passe sur place, comment le relief, les plantations, qu'est-ce qui pousse pas, les gens qui vivent, comment ils vivent, ce qu'ils font, etc. Voilà. Et donc, il a produit pas mal de plans sur les villes du pourtour de la Méditerranée. Et puis, il devait bien aimer la mer parce que dans les quelques plans d'aménagement qu'il a fait en France, il y a notamment celui de Royan, alors c'est un extrait en bas à droite. Alors, j'ai pas mis le plan final, bien au contraire, j'ai mis un plan de son enquête préalable, qui est un plan sur le positionnement des écoles dans la ville. Et alors, c'est très rigolo, surtout aujourd'hui avec MeToo. Les cercles qu'on voit, c'est les cercles de rayonnement, si je puis dire, autour d'une école. Alors, en vert, c'est pour les maternelles, parce que bon, comme c'est des petits, je sais pas, ils peuvent pas faire beaucoup de chemin, je sais pas, enfin, même accompagnés. Mais là où c'est très rigolo, c'est pour les écoles primaires. Quand c'est les garçons, ils comptent 800 mètres. Quand c'est les filles, ils comptent que 700 mètres. On n'oserait plus faire ça aujourd'hui. Et puis en plus, je ne vois pas trop, parce que quand on est jeune, hein, on ne compte pas. Voilà. Mais j'ai mis ça, c'est pour illustrer le fait que, enfin, tous, et c'est ça qui est intéressant, je veux dire, c'est que avant de dire, il faut, oh là là, on va faire ça, ils disent comment ça se passe, qu'est-ce qui existe, comment ça marche, etc. Et lui, c'est le premier qui. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ils sont à peu près tous enseignants, hein. Et alors, pas seulement enseignants en France, hein, je veux dire, enseignants aux États-Unis pour certains, enseignants forestiers à donner des cours en Argentine. Enfin, c'est des. Ebrard, pardon, a donné des cours à l'Institut Polytechnique d'Athènes. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ils inventent quand même l'urbanisme, même si les Romains s'en sont préoccupés. Ils inventent l'urbanisme comme champ disciplinaire, enfin champ disciplinaire, comme champ de plusieurs disciplines, quoi, comme science, parce que ils sont très scientistes, si je puis dire, science qui vient croiser différentes disciplines, c'est-à-dire pas seulement le dessin et la composition urbaine, mais aussi la sociologie, mais aussi le paysage, mais aussi les transports, enfin ils s'intéressent vraiment aux transports, etc. Et donc c'est le premier à avoir formalisé dans un bouquin un cours d'urbanisme. Voilà. Et alors, l'urbanisme en famille, pourquoi? Parce que très vite, il s'associe avec son frère, et puis il a 2 enfants, Paul, qui est architecte, et puis il le fait travailler aussi, et une fille, Edith, je crois, de mémoire, qui elle est ingénieure centralienne et qui travaille aussi. Donc tous les 4, ils ont une production extraordinaire en matière de nombre de plans. Voilà, c'est assez amusant, quoi. Et puis le dernier que j'ai voulu mettre en évidence, voilà, c'est Jacques Grébert. Alors Jacques Grébert, c'est un brillant étudiant en architecture. Il s'intéresse à tout. Il est impressionnant, d'autant plus impressionnant que quand j'ai vu sa photo, j'avoue que je ne le connaissais pas. Il a l'air d'un petit fonctionnaire. Je ne dis pas ça méchamment, hein, mais il est un peu rabougri, etc. Et il a une œuvre incroyablement étendue. Alors lui, il prépare pas le Grand Prix de Rome parce qu'il dit non, je ne vais pas aller copier les anciens, etc. Et donc, dès qu'il a son diplôme, il part aux États-Unis. Hein. Et il va beaucoup travailler aux États-Unis, il va se faire connaître là-bas, et il va bosser sur Philadelphie, il va bosser sur Saint-Louis du Missouri, il va faire des grands plans, hein. Et c'est notamment, je ne vais pas dire l'inventeur, mais il contribue avec les grands paysagistes américains comme Olmsted à la création et la mise en œuvre de Parkway. C'est donc des avenues à côté desquelles l'avenue de Breteuil a l'air un peu minuscule. Enfin, je veux dire, une des plus connues, c'est en bas à droite, c'est Fairmount Parkway,
qui doit être à Philadelphie, je crois, qui a un truc gigantesque, qui est en chantier déjà quand il arrive, et puis il dit, attendez, vous êtes petits bras, enfin, vous ne vous rendez pas compte de l'échelle du pays donc, et de la ville, donc il faut y aller, quoi. Il va travailler, alors ça, c'est la période américaine, et puis après il va revenir en France, il va beaucoup travailler sur la métropole lilloise, qui n'est pas encore une métropole, d'ailleurs elle l'est aujourd'hui, je ne suis pas sûr, elle s'appelle métropole, mais est-ce une métropole, c'est à discuter à mon avis, mais peu importe, c'est pas ça. Il répond au concours pour le plan d'aménagement, d'extension et d'embellissement de l'île, et il gagne, avec un plan très très ambitieux, d'accord. Et comment dire, un plan, là aussi, je veux dire, c'est pas que de la composition urbaine, il y a aussi tout un travail sur la desserte, sur les transports et en particulier sur les chemins de fer. Il prévoit, enfin, c'est assez intéressant. Il prévoit une nouvelle gare au sud, qui aurait d'ailleurs pu, enfin, cette idée aurait pu être prise au moment où on a voulu faire passer le TGV dans l'île. Ça aurait coûté beaucoup moins cher et je pense que c'était une façon aussi de revitaliser les quartiers sud. Mais enfin, ça c'est autre chose. Parce que je suis lillois, que je m'étends un peu. Et son projet, il est très ambitieux. Et Gustave Delory, qui avait à l'époque, alors il a beau gagner, quoi, il dit c'est pas possible, il est fou, quoi, jamais je vais arriver à mettre ça en œuvre, quoi. Et puis il dit bah, merci beaucoup, Monsieur Weber, on a beaucoup apprécié, mais bon, c'est Monsieur Dubuisson qu'on va prendre pour faire le. Bon, Dubuisson n'est pas nul, hein, mais c'est pas la même ambition, voilà. Et puis de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui se fera, comme beaucoup de plans d'aménagement et d'embellissement, puisqu'il n'y a pas de volet foncier. Alors il fera pareil, du coup il va en profiter, il va faire le plan le PAE de Tourcoing, celui de Roubaix, celui de 3-4 communes autour de Lille, etc. Bon. Et puis il est rappelé, parce que vu qu'il a bien bossé aux États-Unis, il y a le gouvernement canadien qui vient le chercher et puis qui lui demande de travailler sur le plan d'Ottawa. Et donc, il va travailler sur le plan d'Ottawa. Il va notamment. Alors là, je ne sais pas pourquoi, enfin, bon, probablement il devait y avoir un réseau ferré assez développé déjà. Il va voir comment on peut le développer. Il va regarder comment on insère les voies ferrées dans la ville. Parce que c'est toujours pareil, une voie ferrée, c'est un site propre, donc comment on la traverse, etc. Et autrement qu'en faisant des grandes trémies, enfin, ou s'il faut vraiment en faire, on les fait, mais bon, comment on les insère. Enfin, c'est pour ça que j'ai mis ce plan-là, j'aurais pu en mettre d'autres. Hein. Il a produit plus de 150 planches, je crois, plus de 150 planches sur Ottawa. C'est dire la puissance de. Alors, ils n'étaient pas tout seuls, alors, ils avaient des grosses agences, mais la puissance de travail de ces gens-là, moi, ça m'a. Bon. Il écrira, alors c'est assez marrant. Il écrit un bouquin, alors ça c'est sa période américaine, c'est avant de revenir en France et avant de retourner au Canada. Il écrit un bouquin sur l'architecture américaine, parce que quand il quitte les Beaux-Arts à Paris, il est convaincu que c'est là-bas que ça se passe. Et son bouquin, ça s'appelle L'architecture américaine ou l'expansion du génie français. Je trouve ça assez amusant. Et il montre comment, en fait, finalement, les Américains, ils sont bien inspirés de ce que savent faire les Français. Bon, et puis il a un peu travaillé aussi en France sur des plans assez subtils. Alors, en haut à droite, je ne sais plus, je crois que c'est Salins du Jura, quelque chose comme ça, où il y a un plan d'extension, pareil, qui cherche à vraiment s'adapter au relief. Enfin, bon, voilà, quoi. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est, alors en plus, bon, il fait du paysage aussi, il a fait des cimetières militaires, en veux-tu, en voilà, il a fait. Enfin, c'est un type qui a fait, enfin, qui a une production infernal, incroyable plutôt, mais paradoxalement, enfin, c'est aux États-Unis et au Canada. Je crois qu'il a une statue au Canada. Enfin, et quand j'ai cherché un peu de documentation sur lui, c'est plus sur des sites canadiens que j'ai trouvé des choses que sur des sites français. Voilà. Donc ça, c'était pour les successeurs, mais ils se suivent d'assez près. Si on peut passer à la suite. Voilà. Alors. Maintenant qu'on a parlé de chacun d'eux, qu'est-ce qu'ils avaient en constance? D'abord, c'est des gens assez pointus quand même. Enfin, sur les 8 architectes de l'équipe, enfin de l'équipe de la première association, il y en a 4 qui sont lauréats du Grand Prix de Rome. Alors on peut le critiquer, le Grand Prix de Rome, mais à l'époque, il fallait quand même l'avoir, je veux dire. Il y a 2 paysagistes, mais il y en a un des deux, Forestier, il a quand même fait Polytechnique, Sciences Politiques et l'École nationale forestière de Nancy. Suivant. Donc, il y a une exigence en termes de compétences. Sur la mise en œuvre de la loi Cornudet, ben, évidemment, ils ont travaillé de près. Alors, en même temps, ils sont créés un marché, si je puis dire. Hein. Mais ils sont cohérents avec eux-mêmes parce qu'ils ont tous produit
des plans d'aménagement, d'extension et d'embellissement, et ils ont exporté le concept, si je puis dire. Suivant. Voilà, ils ont exporté le concept. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est que tous, ils ont une connaissance de l'architecture, de l'histoire des villes, etc., mais qu'ils ont acquise, pas seulement en France, à l'étranger. Tous, ils sont allés se balader. Hein. Agache, c'est incroyable. Dès qu'il avait à 25 ans, il fait le tour de l'Europe, il fait le tour de la Méditerranée, il regarde, il fait les croquis, enfin, etc. Mais tous, hein, tous. Et ceux qui ont fait, qui sont pas beaucoup baladés, bah, ils y sont allés après pour le boulot, quoi. Enfin, mais et alors, il y a un double mouvement, c'est-à-dire que d'une part, c'est ce que j'essaie de dire là, c'est que d'une part, ils ont été chercher ce qu'ils pouvaient y trouver, d'accord. Ils sont allés regarder, enfin, Hénard, hein, Eugène Hénard, le fondateur de la SFU, le premier président, pardon, il connaît par cœur le plan de Londres, il connaît par cœur le plan de Berlin, il connaît Moscou, il a regardé comment ça fonctionnait, enfin, etc. Ils sont allés chercher à l'étranger, ils n'ont pas eu peur de regarder au-delà de la frontière, et en même temps, ils se sont rendus compte que finalement, ils avaient acquis un savoir, et ils sont allés le vendre à l'étranger, hein, parce que c'est pas non plus des... Ils n'ont jamais travaillé gratuitement, il ne faut pas vous affoler. Mais bon, ils ont fait connaître, ils ont exporté leur savoir-faire à l'étranger. Et dernier point, le quatrième, les cités-jardins. Alors, beaucoup de gens disent « Ah, la SFU, ils ont apporté les cités-jardins. » Oui, mais, à mon avis, alors ça c'est une interprétation personnelle, mais à partir de maintenant, on va beaucoup rentrer dans les interprétations personnelles, c'est pour ouvrir le débat. Les cités-jardins, enfin, Unwin, il les conçoit un peu comme des systèmes fermés. Hein. C'est-à-dire, c'est la cité avec sa ceinture verte, son machin, son truc, et puis on y rentre, on en sort. Je ne vais pas dire que c'est des gated community, mais c'est un peu la porte ouverte à ça. Alors que les gens de la SFU ne les ont pas pensés comme ça. Les urbanistes de la SFU ne les ont pas pensés comme ça. Ils les ont pensés comme un outil pour accueillir l'extension des villes, mais toujours, encore une fois, en relation avec la ville existante. C'est une constante, enfin oui, une constante, c'est pour ça que j'ai mis dans les constantes, une constante de la réflexion chez ces gens-là. Quand ils font une cité-jardin, c'est pas une cité dans son coin, regardez comme c'est beau chez moi, c'est comment je l'articule avec quelque chose qui est déjà là. Hein. Il y a un souci du déjà là. Voilà. Suivant. Voilà. Alors, moi, je me suis posé quelques questions après avoir fait cette étude. J'espère que je ne suis pas trop long, parce que je suis déjà à 1 heure de baratin, ça fait beaucoup. Donc, je vais essayer d'aller vite. Oui, alors pourquoi passer de la SFU à la CHUR? Parce que la CHUR, la section d'hygiène urbaine et rurale, elle est fondée en 1908, hein, en plein débat sur le devenir des fortifications de Paris et de la zone non aedificandi. Et puis, 3 ans après, en 1911, enfin 10 personnes qui tous y travaillent, oui, ont des réunions de travail, bossent avec Cornudet, etc. Ils disent, ben non, on va faire une association à côté. Et moi, alors, en fait, il y a eu un débat très, très violent entre les Parisiens pure souche, je peux dire, c'est-à-dire le conseil municipal de Paris, les conseillers généraux de Paris, puisque c'était aussi un département, et puis les sénateurs, les députés, enfin les gens qui avaient une vision plus large et qui étaient plutôt... Alors tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire du verre, il n'y a pas assez de verre, puis en plus comme ça les logements, ils auront des vues sur la nature, alors après on se bat pour savoir si c'est des logements pour riches ou des logements pour les pauvres, mais peu importe, enfin, tout le monde est à peu près d'accord sur le devenir, mais simplement les gens de la CHUR, ils disent non, mais attendez, aux portes de Paris, il y a quand même la banlieue qui est en train qui est en train d'exploser, enfin, de grandir en tout cas. Et donc, il faut aussi s'occuper d'elle et il faut se servir de ces terrains qu'on va libérer pour créer des articulations, voir comment on relie ça à Paris, etc. La même question s'est posée, semble-t-il, je vais y aller la semaine prochaine, sur le métro. Il y a une exposition sur le nouveau, le grand 8 là, de Sarko autour de Paris, enfin le super métro du Grand Paris, pardon, mais qui relate en même temps la création du métro. Il semblerait qu'il y ait eu ce même débat au moment du métro de Paris, donc fin 19e, hein, l'inauguration de la première ligne, c'est 1900, sur est-ce qu'on s'arrête aux portes de Paris ou est-ce qu'on va chercher la banlieue? Il y a eu une guéguerre comme ça, enfin, c'est assez intéressant. Et finalement, c'est les Parisiens qui
qui l'emporte, si je puis dire, en disant on se cantonne à la zone des fortifications et à la zone non édificandi, pardon. Et donc, Hénard, qui était à l'origine du truc, qui porte le projet, qui veut étendre les choses, qui veut s'articuler avec la banlieue, etc., il se sent un peu trahi. D'accord. Et j'ai l'impression que finalement, l'idée, c'est de dire, ben, nous, parce que les élus négocient entre eux, etc. Et donc, j'ai l'impression qu'ils se disent. Il y a une image. Pardon? Oui, il y a la tienne, mais. Il faut couper le micro, la famille Zeller, s'il vous plaît. Donc, Hénard, pardon, je pense que les urbanistes de la Chure se sont trahis par le politique, parce que notamment Siegfried, qui les soutenait à fond, comment dire, petit à petit, il renonce et il se soumet, entre guillemets, enfin, il ne se soumet pas parce qu'il y a des négociations, en particulier à Dosset, qui est un conseiller général et conseiller municipal parisien, il passe en accord avec eux. Donc, ça pose une question plus large, c'est quoi l'autonomie de l'urbaniste par rapport au pouvoir politique, quoi, je veux dire. Et quelle autonomie on se donne, d'ailleurs, hein, je veux dire, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, moi je suis là pour servir le politique ». Bon, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas de grandeur s'il n'y a pas un accord entre comment dirais-je, le politique et l'urbaniste. Enfin, je veux dire, Tony Garnier sans Édouard Herriot, il n'y arrive pas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un couple, quoi. Et pareil, Haussmann sans Napoléon III, il ne fait pas non plus. Hein. Enfin, voilà. Donc, le couple, il est nécessaire. Mais en même temps, est-ce que pour autant, on est au service de l'intérêt général? Mais est-ce que le politique, c'est toujours l'intérêt général? C'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse, mais vous avez le droit d'y réfléchir. Suivant. Bon, là, je vais plus vite. La SFU, parce que les gens qui créent la SFU, donc j'ai mis des têtes à la tête de la SFU, effectivement. Bon, et donc c'est un débat qu'on a en interne. Hein, c'est est-ce que la SFU c'est une société savante, élitiste entre guillemets, ou est-ce que c'est un lieu de débat ouvert au plus grand nombre? Il me semble qu'on l'a tous choisi, on a tous opté pour la deuxième solution. Mais c'est un débat interne, ça. Donc non. Troisième question, les fondateurs de la SFU comme champions de l'export-import. Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, c'est peut-être la chose qui m'a le plus frappé. Hormis la quantité de travail qu'ils ont produite, c'est sur ce souci d'aller chercher ce qui se fait ailleurs et aussi, une fois qu'on a trouvé des choses, de les exporter. Alors nous, SFU, on est représentants des urbanistes français avec l'OPQ auprès de l'ECTP-CEU. Qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qu'on leur apporte? Moi, je pose la question, parce que je n'ai pas vu vraiment... Alors, je vois que Charles Lambert est il pourra nous en parler, mais je n'ai pas vu vraiment grand-chose. J'en ai vu quand même. J'en ai vu quand même. Quand on a accueilli la Biennale européenne des urbanistes il y a 6 ans maintenant, je crois, c'était très intéressant. Très, très intéressant. Il y a eu 3 personnes de la SFU qui ont fait le déplacement, hein, d'accord? Les 70 ou 80 autres, c'était tous des étrangers, d'accord? Donc c'est un peu triste pour la SFU. C'est des questions que je pose à la SFU, hein, ça. Quelle ambition on a sur le plan international? On n'arrête pas de dire alors il est charmant, hein, Alain Namant, en plus il est là, donc je ne suis pas là pour l'engueuler. Mais qu'est-ce qu'on fait à part aller de temps en temps à un congrès international? Je veux dire, en quoi on a... Enfin, moi je trouve qu'on pêche là-dessus par rapport à nos prédécesseurs. Suivant. Voilà, alors ça, c'est des questions plus générales qui vont intéresser plus de monde. C'est que la SFU, elle se base en matière sur les trois grands axes de la loi Cornudès, c'est-à-dire au début, c'est on aménage. Et aménager à l'époque, ça veut dire assainir, hein, parce que on sort tout juste de la peste et du choléra. Hein, enfin, donc, il s'agit de rendre la ville plus propre, de mettre de l'eau potable, d'avoir des égouts, etc. Bon, aménager, c'est ça que ça veut dire au départ. Enfin, pour eux, beaucoup. Étendre, oui, pardon, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, mais c'est intentionnellement. C'est organiser rationnellement la croissance des villes avec un souci notamment d'articuler le développement avec ce qui existe déjà et sans tout casser. Ça, c'est important. Enfin, je veux dire, c'est la rupture par rapport à Haussmann. Hein, on a écouté Camille aussi. Voilà. Et puis, embellir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Moi, c'est ce que je retiens à lire ce qu'ils ont pu écrire, à ce qu'il y a dans la loi Cornudet, etc. Proposer un réseau viaire lisible et hiérarchisé, structuré par un système de plantation. Hein, ça, c'est Alphand.
D'accord. Offrir des parcs, des jardins, des promenades, c'est Alphand qui va chercher Barrier des Champs, etc. C'est Redon, c'est Forestier qui réinvente le jardin à la française, si je puis dire. Ça, c'est quelque chose de bon. C'est organiser l'implantation des édifices publics majeurs, mais aussi les mettre en scène. Hein, parce que c'est pour ça que j'ai cité le Palais de la Porte Dorée, la salle Pleyel, le théâtre du Châtelet et tout, ils viennent pas n'importe où. Hénard, par exemple, c'est lui qui a décidé de l'implantation du Petit et du Grand Palais. Il dit, on met ça sur un axe perpendiculaire aux Champs-Élysées et on se cale sur l'axe de l'Esplanade des Invalides. Et il crée comme ça une grande perspective à l'échelle de la ville. Enfin, il y a quand même ce souci très important d'organiser l'implantation des édifices et de ne pas mettre ça uniquement en fonction de la distance à l'arrêt de bus ou à la station de métro. Enfin, il y a autre chose, quoi. Bon. Et puis définir quelques règles pour garantir une cohérence des ensembles bâtis. Aujourd'hui, aménager, à Seillan, ça va, on a des réseaux d'égouts, on a de l'eau potable, mais c'est préserver l'environnement, c'est lutter contre les jets d'eau de chaleur, etc. S'étendre, c'est plus s'étendre, justement. C'est comment on limite l'étalement urbain, comment on arrive à densifier, etc. Mais embellir, c'est quoi? Alors, quand on avait posé la question au colloque Cornudet, au colloque sur les 100 ans de la loi Cornudet, la réponse avait été de dire ah ben si, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de la qualité urbaine. Sauf que personne ne sait exactement ce que c'est la qualité urbaine, ça veut dire. Et puis, je pense que ça n'économise pas la réflexion sur la dimension esthétique de la ville. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je pense qu'il faut se la poser, cette question. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut des règles intangibles, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une ville, c'est beau? On a envie de s'y balader, etc. Bon, je pense que la qualité des espaces publics, ça compte. La qualité du bâti aussi, comment il est implanté, etc. Voilà. Question. Point suivant. Voilà. Alors, critique adressée au plan d'aménagement, c'est des plans qui n'ont jamais été totalement appliqués parce que trop ambitieux. C'est un peu vrai. Grébert sur l'île, c'est le cas typique, bien sûr. C'est aussi parce qu'il n'y avait pas de volet foncier dans la loi Cornudet. Hein, ça, franchement, c'est comme le nerf de la guerre, hein, la maîtrise du foncier. Et puis une planification rigide qui ne permet pas à la ville d'évoluer. Et ça, à mon avis, c'est une critique beaucoup plus intéressante. Et là, je renvoie à une déclaration, un propos qu'avait tenu Nathan Starkman. Nathan Starkman, je rappelle pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qu'il a été 20 ans directeur de l'atelier parisien d'urbanisme, qu'il a fini sa carrière comme directeur de l'aménagement, comme directeur de l'agence de développement et d'aménagement de la métropole lilloise. Et donc, il se dit aujourd'hui, en fait, quand on fait une opération d'urbanisme, quand on a une grosse, je fais 3 maisons dans un coin, on a une réglementation d'ordre technique qui est de plus en plus lourde, avec de plus en plus de normes, de plus en plus de contraintes. En revanche, du côté du règlement d'urbanisme stricto sensu, c'est-à-dire justement les règles qui font que la ville est belle ou pas, j'ai envie de dire, c'est de moins en moins une subordination à des exigences rigoureuses, mais c'est de plus en plus une négociation au cas par cas. Et il dit, ça pose la question de savoir si le concept initial qui a guidé le projet général, ou bien les objectifs qui ont pu être avancés en matière de contenu ou de qualité des espaces, notamment au moment de la concertation, verront jamais le jour. Bon, et lui, il voit là un gros danger et il dit quel est l'équilibre et comment on le trouve. Et aujourd'hui, il pense qu'il y a une espèce de bascule qui se fait au profit de la négociation, sauf que la négociation, elle se fait en face des filiales de Bouygues, de Vinci et d'Eiffage, hein, et puis de quelques autres. Et donc, est-ce que on est capable, du coup, de tenir les objectifs qu'on a posés au départ? C'est une vraie question, ça, et c'est un peu là-dessus que j'aimerais conclure. Voilà. J'ai été long, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il y avait de la matière. Et puis, dernier point, dernière slide, cher Laurent. Voilà, un remerciement à Laurent, parce que sans lui, je n'aurais pas fait le boulot. C'est lui qui a eu cette bonne idée. Et donc, j'ai voulu lui adresser ce remerciement. Voilà, j'ai été très long, mais il y a vraiment de la matière. Je pense que chacun mériterait presque d'avoir un bouquin, quoi. Donc, voilà. Bien, merci infiniment, Bruno. Écoute, en tout cas, moi, je ne regrette pas de t'avoir soufflé cette petite idée parce que tu nous as fait faire un voyage vraiment fantastique sur tous les continents à travers ces gens très, très inspirants. Merci aussi pour les petites fiches d'identité par fondateur là, avec les images. Enfin, vraiment, je pense que c'est un document extrêmement important et riche pour nous.